Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Delphine Chen, présidente de la Tribune Afrique. Nous avons vu donc les grands enjeux d'économie, de transformation écologique, d'énergie. Et nous allons parler maintenant de la santé. La santé, vous savez qu'on est à Montpellier, qui est vraiment le lieu de la santé. Hier, donc, on a vu Isabelle Lafont, qui est la première doyenne depuis 800 ans de la faculté de médecine. Récemment également, ont été annoncées la création de Med-Valley, un pôle de santé mondial ici même à Montpellier. Donc c'est vraiment un sujet majeur. Pour en parler, j'accueille donc Laurence Comte-Arassu, qui est donc General Manager de GE Healthcare. Bonjour. Bonjour. Élodie Brimondon, conseillère municipale chargée de la prévention des addictions. Bonjour. Maria Sol Cimenti, chercheuse en rhumatologie à l'Université de Rome. Bonjour. Et avec nous en duplex, Anna Sab, co-honneur et managing director de Pharmamed. Je ne sais pas si elle nous... Alors, on va évoquer plusieurs sujets. On va évoquer le rôle des femmes dans le secteur de la santé. On va évoquer la santé des femmes, notamment après la crise du Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on évoquera la question de la santé plus inclusive. Mais je vous propose d'abord de vous présenter. On va commencer avec Laurence. Alors moi, j'avais envie de commencer par rapport à quelque chose que j'ai entendu hier, et vous allez comprendre pourquoi. Monsieur le maire, qui a très très bien parlé d'ailleurs, j'avoue qu'il m'a séduite, a dit « Les mamans solo, c'est extrêmement difficile, c'est un sujet qu'il faut prendre en main. C'est quelque chose qui n'est pas genré. » En fait, c'est être parent solo qui est difficile, et ça, c'est là où commence ma vie, en fait. J'ai été élevée par un papa seul, avec une sœur, et qui je suis, j'aime dire, il y a deux choses que j'aime partager. Je voulais être à 16 ans chirurgienne en Afrique, donc évidemment, quand je le disais, je disais chirurgien, maintenant j'assume, je dis chirurgienne, et surtout, je suis une femme dans un monde d'hommes, puisqu'en plus, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et il m'a fallu longtemps pour m'apercevoir d'un point important qui est pour moi clé, c'est comment faire pour ne pas être obligée, quand on est une femme, d'être élevée par un papa absolument extraordinaire, qui ne m'a jamais évidemment demandé de faire la cuisine, mais qui m'emmenait dans le jardin, couper du bois, enfin partout avec lui, pour pouvoir réussir dans la vie. Et ça, ça représente un petit peu qui je suis. La santé, c'était vraiment une évidence. À 18 ans, j'avais quand même une mère, même si elle ne m'a pas élevée, qui était infirmière. Et à 18 ans, je fais mon premier stage à l'hôpital. Je ne fais pas médecine. Je fais pas médecine parce que vous imaginez bien que c'était pas hyper facile financièrement, mais je fais quand même une école d'ingénieur. Et mon dernier stage, je le fais dans la santé. Et ça ne m'a jamais quittée. Et j'aime dire que je suis fière, ce qui est le cas d'être une patronne française, même si je travaille pour un groupe américain, parce qu'on a 2800 personnes en France, mais aussi que je suis très fière d'être un acteur, une actrice de la santé. Et on en discutait à midi avec certaines d'entre vous. On peut faire bouger les lignes, que ce soit dans la diversité, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'économie, même si on ne fait pas de politique. Et voilà qui je suis. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, je me retrouve vers Maria Sol. Maria Sol, vous êtes chercheuse en rhumatologie à l'Université de Rome. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors oui, je suis médecin rhumatologue, je travaille à l'université et j'ai toujours voulu faire ça. Ça a toujours été ma passion. Je suis aussi fille de médecin, donc j'ai toujours passé ma vie et j'ai grandi dans la santé et dans la santé publique en tout cas. Et j'ai suivi ma passion parce que pour moi, être médecin, c'est le métier le plus beau du monde. On aide les gens, on soigne les gens. En plus, en rhumatologie, on enlève la douleur parce que c'est le premier symptôme. Donc, aider, c'est vraiment merveilleux et c'est parfois même un miracle qui est lié à la recherche. Donc, j'ai voulu continuer dans la recherche publique que vous imaginez en Italie, c'est pas toujours facile pour les moyens qui ne sont pas beaucoup, mais quand même on travaille bien, on travaille avec passion. On a une équipe de femmes, de filles, de jeunes filles et aussi de collègues qui travaillent toujours dans la rhumatologie. Et voilà, donc suivre la passion est pour moi aussi un but très important dans la vie. Merci, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est une passion pour vous toutes. Élodie Brimondon, donc vous êtes conseillère municipale déléguée à la prévention des addictions
Et donc, vous êtes plus sur ce point donc, de la prévention. Exactement. Donc c'est prévention santé et lutte contre les addictions. Donc effectivement, moi mon parcours il est multiple et il est défini par le militantisme et me faire écho de ceux qu'on n'entend pas, des invisibles, et notamment ceux qui sont marginalisés par la société. Donc je pense notamment aux homosexuels qui sont tombés à une époque du VIH-Sida et que on laissait mourir à une époque pas si lointaine que ça. Et après je me suis dirigée vers les usagers et les usagères de drogue aussi, avec notamment l'entrée femme et la double peine, charge mentale, être femme déjà, et en plus consommateur de produits, consommatrice de produits. Vous imaginez ce que ça peut dire et le poids qu'on met sociétalement sur ces femmes-là. Effectivement, on va reparler de la question de la charge mentale. Laurence le mentionnait tout à l'heure, parce qu'on va passer après à la question du Covid, qui quand même a été un moment de charge mentale très important pour les femmes et qui a mis en valeur, franchement, les inégalités très importantes entre hommes et femmes à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle du continent et de la Méditerranée. Je me tourne maintenant vers Hanan Saab. Hello, Hanan. You're with us from Lebanon. Hello. Thank you, Chiara and Silvio, for inviting me. Merci Chiara de m'avoir invité de participer à cette section. Je suis la PDG de Pharmamed, qui est une entreprise pharmaceutique et de fournitures pharmaceutiques. Nous sommes basés exclusivement au Liban. J'ai commencé à pratiquer mon métier pendant... Est-ce que vous m'entendez? Donc j'ai commencé ma carrière à l'hôpital américain, qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai développé ma passion pour la différenciation et faire la différence dans la vie des gens. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise. Ce sont des produits qui sont destinés aux maladies chroniques et maladies aiguës. Donc, je voudrais qu'on parle de sujets d'actualité. On en a absolument besoin, parce que si on veut être certain de pouvoir continuer à prendre en charge tous ces patients, la population, elle augmente, la population, elle vieillit, donc c'est un sujet d'actualité dont on ne parle pas assez politiquement. Il nous faut trouver des solutions, parce que quand on entend dire « il faut recruter des infirmières », avec le taux de chômage que l'on a, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir le nombre d'infirmières dont on a besoin. Donc si on ne passe pas par la transformation, par le changement, par une organisation différente, on n'y arrivera pas. Donc cette crise de Covid, elle nous a juste démontré que c'était possible, qu'il fallait juste oser.
Et il fallait que les femmes prennent part. Et comme on l'a dit tout à l'heure, oser, c'est valable pour les jeunes et c'est valable pour les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les femmes, justement, historiquement, dans la médecine, étaient vraiment en charge du soin. Alors, dans une partie, une vision très domestique, finalement, mais qui se traduit aujourd'hui au travers du rôle des femmes dans tous les aspects de la santé et donc, bien sûr, dans la recherche. Quelle est votre expérience, à la fois dans le cadre du Covid et aussi sur ce rapport homme-femme et l'impact que ça a justement dans la recherche et dans finalement le soin qu'on a vis-à-vis des patientes? Alors, je dois commencer en disant que nous, on a eu vraiment peur. Donc voilà, le premier sentiment de la crise, c'était la peur. C'était la peur de devoir gérer une maladie qu'on ne connaissait pas, un virus qu'on ne connaissait pas, traité avec des médicaments qui venaient d'être utilisés. Donc aussi, on ne savait pas les effets indésirables et tout ça. Donc, first of all, la peur. Et après, la résilience, qui est une caractéristique féminine qui nous a aidé beaucoup à travailler dans la crise, et on s'est organisé. Moi, j'ai complètement tué le stéréotype de la maman italienne parce que mon fils, c'est-à-dire que mon fils, à 13 ans, il a commencé à faire le ménage, à cuisiner parce qu'on était absents. Moi, je travaillais 24 heures par jour, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a une association de femmes rhumatologues en Italie, et on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les femmes qui avaient le symptôme douleur et qui avaient une maladie rhumatologique. Et en fait, on a pu démontrer que l'accessibilité aux soins et le retard dans le diagnostic a eu un impact beaucoup plus important chez les femmes par rapport aux hommes. En fait, les femmes se sont soignées moins par rapport aux hommes, ce qui est dramatique parce que c'est très important le diagnostic précoce dans nos maladies pour éviter les invalidités que les maladies rhumatologiques peuvent porter. Très bien, et ça fera justement le lien avec l'importance donc de la prévention. Voilà. Mais justement, moi, j'ai entendu plusieurs choses intéressantes sur le changement et le diagnostic précoce notamment. Je crois que, et là, pour parler des femmes et les mettre en valeur, on a énormément sur notre territoire, et je pense ailleurs aussi, les patientes expertes. Je dis volontairement patientes expertes parce qu'on le voit notamment sur tout ce qui est oncologie et donc sur les cancers, des femmes qui essayent d'améliorer les pratiques communes, de soigner soignants, de remettre du sens aussi parfois dans cette médecine qui peut-être se déshumanise parfois, et de s'approprier leur pathologie et de faire la promotion de l'éducation thérapeutique du patient. Et ça, je crois qu'on peut remettre du sens aussi et du changement dans ces pratiques-là. Sur le diagnostic précoce aussi, il faut, j'entendais tout à l'heure, sur l'aller vers, comment nous, en tant que politique publique, on met à disposition du matériel aussi pour favoriser l'accès à ces femmes sur le dépistage. On va mettre à Montpellier une unité mobile de prévention qui va aller au pied des immeubles et garantir un dépistage coordonné sur les cancers, les différents cancers pour les femmes. Tout ça, il faut le penser, il faut le réfléchir à aussi comment on priorise pour leur urgence, par exemple une femme met de côté aussi sa santé parce qu'elle priorise sa famille. Comment on s'occupe des enfants pendant qu'elles peuvent s'occuper de leur parcours de soins. Tout ça est imaginé avec les personnes directement concernées, c'est-à-dire les femmes, mais aussi les hommes de quartier, parce que c'est bien ça aussi ce qui vraiment la vocation, et le Covid nous a servi aussi de leçon, c'est là, dans les quartiers où on a le moins de l'information, et il faut aller faire ce travail essentiel de vulgarisation de ce que c'est la santé au sens large, global, et en agissant partout, éducation, loisirs, alimentation, voilà, de façon globale. Et justement, par rapport aux addictions et à la question de la crise qui a été majeure d'un point de vue de la charge mentale et d'un point de vue aussi de la santé mentale, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et quels sont un peu le sujet que vous pouvez en sortir spécifiquement pour les femmes dans le cadre de cette crise? La santé mentale, déjà, c'est resituer ce que c'est la santé mentale, dans la globalité, avec ou sans pathologie. Parce qu'on entend souvent parfois en France, c'est une petite dépression, ça va passer. Il faut s'occuper de dire et de mettre des mots. Le maire en parlait hier sur le besoin de mettre des mots et d'assumer cette sémantique très forte en santé. La santé mentale des femmes, là aussi, c'est parce qu'elles sont dans l'urgence, elles se mettent de côté, elles n'osent pas vraiment dire «
Je pense à une autre chose aussi, parce que je vais vite, parce que je vois que le temps défile, et j'aimerais bien dire notamment sur l'accès à toutes les femmes qui sont dans une situation de précarité et qui parfois viennent d'ailleurs, qui sont dans la migration et qui n'ont pas la ressource de l'information. Il faut qu'on se pose aussi les questions en accessibilité sur la traduction en santé. Et là, je vois sur la santé mentale, ça a été un vrai problème. Comment une femme peut évoquer sa santé mentale, peut évoquer ses problèmes si elle ne comprend pas les besoins et l'échange qu'elle peut avoir avec son médecin ou un travailleur social. Et si je peux ajouter, c'est que maintenant, il faut décrire une maladie différente chez les femmes. Ce qu'on dit maintenant, c'est que les femmes ont une maladie, une prévalence aussi différente par rapport aux hommes. Donc déjà, connaître ça. En rhumatologie, par exemple, on sait que les femmes ont une localisation de la douleur différente, ont des localisations d'arthrite différentes. On sait que la dépression, c'est la comorbidité qui se présente majeurement chez les femmes. Et en plus, on sait que les femmes répondent moins à différents traitements qu'on a. Donc déjà, on connaît mieux et la médecine de genre doit être inclue dans le parcours du médecin, du futur médecin, parce qu'il faut connaître ces différences-là. Sinon, tout à fait. La question de la médecine de genre et des pathologies féminines, je propose que ça soit vraiment le dernier point parce que c'est un sujet très important et qu'on conclue là-dessus. Je vais me tourner vers Anan Sab. So Anan Sab, you are from Lebanon. Of course, you had the COVID crisis, but your country venez has du been Liban. facing a terrible Votre crisis pays a connu une crise terrible au regard de l'économie suite à la pandémie de Covid. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience ? Eh bien, naturellement, alors, ce dont a souffert le Liban c'est la crise économique en même temps que la pandémie. Mais le problème, c'est que les médicaments n'étaient pas disponibles à temps pour le pays. C'était dû au fait que, d'abord, les fournisseurs du côté de l'Europe fournissaient d'abord les pays de l'Europe avant de pouvoir nous expédier les marchandises. Donc on ne nous envoyait pas toujours les marchandises ou parfois on nous envoyait un volume inférieur. On a aussi eu des subventions grâce à la Banque mondiale pour remédier à ces carences. Mais le problème, c'est que ça a donné lieu à plus de restrictions au regard des montants qui ont été, des quantités qui ont été importées. Et il y a beaucoup de patients qui souffrent actuellement. Et à cause de ces subventions, certains des fournisseurs ont décidé de conserver les marchandises dans leurs entrepôts en espérant que les aides financières s'arrêtent et afin de pouvoir revendre les marchandises à un prix plus élevé. Le problème est que nous devions nous concentrer principalement sur les patients et c'est pour ça que tout le temps et n'importe quand nous devions fournir des médicaments et nos entrepôts passaient beaucoup de temps à fournir les médicaments. Mais actuellement, nous subissons une grande pénurie de médicaments. Et à cause de la baisse du cours, et puis le fait que la banque ne paye pas nos fournisseurs, et donc c'est difficile pour nous de sauver nos patients. Et, on a remarqué actuellement que il y a vraiment une différence de comportement entre les entreprises qui avaient des femmes en leader et les autres entreprises qui étaient plus concentrées sur le profit. Et donc, les hôpitaux ont commencé à recevoir des médicaments
et ont commencé à les verrouiller, sachant que les fournisseurs ont commencé à verrouiller ces médicaments pour pouvoir ensuite les fournir au marché. Il y a vraiment une différence entre la manière de se comporter des femmes et le comportement également des hommes. Les motivateurs, les facteurs de motivation pour les hommes ne sont pas les mêmes. Nous, ce qu'on a fait, c'est rendre à disposition les médicaments aux patients, alors que nos concurrents ont voulu les garder sous la main. Pour s'assurer que quand les fonds seraient retirés, ils pourraient les vendre à un prix plus élevé. La première chose, c'est qu'on voit les inégalités entre les pays de la Méditerranée avec cette crise terrible au Liban. Et quand il y a une crise économique qui va en plus de la crise sanitaire, on voit l'état dans lequel c'est. Et deuxième chose, la question du leadership au féminin au sein des métiers de santé. Et donc, je voudrais que dans les quelques minutes qui nous restent, on aborde deux choses parce qu'en fait, c'est lié. Hier, comme on a dit, donc la doyenne l'a dit, 25% uniquement des professeurs de médecine sont des femmes, de sorte que même dans les études, dans les pathologies, évidemment, la santé des femmes est moins étudiée. Donc on voit bien le lien entre le leadership et les sujets eux-mêmes. Et donc je voudrais vous entendre, chacune dans votre spécialité, sur ce sujet pour conclure. Laurence, vous voulez commencer ? J'aurais envie de commencer par une solution qui paraît assez simple. Il faut des femmes à tous les étages. Je pense qu'on pourra le dire tout à l'heure, mais oui, il en faut dans les médecins, il en faut en recherche clinique, qui est extrêmement important. C'est aussi valable à l'hôpital que dans l'industrie. Il en faut dans la recherche, il en faut dans la conception des produits. Et alors moi, j'ai un avis très fort dessus, c'est que quand on s'occupe de cette problématique au niveau de l'entreprise, c'est presque déjà trop tard. Il y a cette fameuse phrase « tout commence dans les 1000 premiers jours », eh bien c'est à peu près vrai. Donc ça commence à l'éducation. Et je pense qu'on est tous extrêmement convaincus de ce point-là. Moi je suis quelqu'un qui vraiment plaide, c'est presque un plaidoyer, pour le partenariat. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est parce que quelquefois j'ai fait les gros titres des journaux parce que j'ai osé faire des partenariats publics-privés dans mon ancienne société. Pour certains c'est un gros mot. Pour moi c'est la solution. C'est-à-dire qu'on doit être différents, travailler ensemble et peu importe le sujet, il faut de la diversité, et pas que sur le genre, mais aussi d'où on vient, notre origine et notre formation. Et grâce à ça... Une vraie interdisciplinarité, en fait. Comment ? Une vraie interdisciplinarité. Une vraie polyvalence et surtout avoir des gens différents. Quand on met des clones ensemble, ils vous trouvent une solution de clone. Quand on met des hommes ensemble, ils vous trouvent une solution d'hommes. Si on met des gens qui font des études cliniques où il n'y a pas de femmes, eh bien évidemment l'intérêt des femmes ne sera pas pris. Donc des femmes à tous les étages, c'est valable dans la santé, mais c'est valable dans l'entreprise. Et je finirai par le fait qu'on doit... on parle souvent que les hommes doivent aider les femmes. Ça me choque et ça m'énerve d'ailleurs, parce que les hommes doivent prendre leur parti, s'occuper des enfants, s'occuper aussi à la maison, comme je suis sûre que Jean-Christophe est d'accord, et ils ne doivent pas nous aider. Chacun doit prendre sa part. C'est peut-être un cri du cœur, parce que je l'entends tellement souvent. Eh bien, c'est pareil dans l'entreprise. Il faut apprendre à ce qu'on ose être qui on est. On est différents. J'ai passé une partie de ma vie à essayer de me confondre avec les hommes parce que je n'étais que avec les hommes. Maintenant, j'ose mettre un costume rouge quand ça me fait plaisir, mettre une gobe courte quand j'en ai envie, malgré mes 50 ans, ou mettre mes tennis de start-upeuse comme aujourd'hui parce que le transport en commun faisait que c'était plus facile. Et je pense que c'est ça, en fait... Je pense que c'est là où on va pouvoir changer les choses. Et l'entreprise, elle reste très difficile. Moi-même, j'ai beaucoup d'hommes dans ma société et j'ai passé une sale matinée parce que j'étais avec un grand nombre d'hommes. On n'est pas pareil. Et bien, à un moment, c'est oser affirmer qui on est. Et là, on va peut-être pouvoir changer les choses. C'est valable dans la santé, c'est valable dans l'entreprise. Merci beaucoup, on l'applaudit. Alors Maria Sol, j'évoquais les chiffres mentionnés hier par Isabelle Lafont. Qu'en est-il en Italie et qu'est-ce que ça vous évoque, ces sujets ? Alors en Italie, c'est encore pire parce qu'on a 24 chefs de service en total en rhumatologie, dont 20, c'est des hommes. Donc que 4, c'est des femmes. Donc il faut absolument travailler sur ça. Et ils ne sont pas plus doués
des femmes, parce qu'on a fait une recherche sur ça, et les femmes ont des paramètres scientifiques de publication beaucoup plus hauts que les hommes. Donc on explique, c'est-à-dire que on travaille mieux, on publie mieux, on fait une recherche qui est meilleure, mais c'est eux qui arrivent au but. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, si c'est culturel, si c'est le fait aussi que historiquement, maintenant, la médecine, c'est une discipline au féminin, parce qu'il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent à la faculté de médecine. En rhumatologie, on a des internes qui sont des filles. Il y a 1 sur 5 qui est un homme, donc peut-être ça va changer, peut-être dans le futur ça va changer. C'est ça, mais justement, en fait, on arrive à maturité dans ces métiers-là beaucoup plus tard, ce qui fait que pour l'instant, ça ne se voit pas, mais qu'effectivement, il y a une population féminine beaucoup plus importante. Est-ce que justement, par rapport, on en parlait, à l'étude des pathologies, alors soit de la douleur féminine, proprement féminine, ou en tout cas de l'étude de la douleur, vous allez me dire ça beaucoup mieux que moi, soit sur les pathologies elles-mêmes qui sont finalement peu étudiées. On a parlé récemment de l'endométriose, bien évidemment la ménopause, tous ces sujets, on en parlait avec Laurence, qui sont totalement tabous, qu'on n'ose pas dire, qui font pas l'objet de recherche et qui finalement ont un impact énorme sur 50% de la population mondiale. Ah oui, mais nous en plus on a fait une recherche sur ça, sur l'accessibilité aux soins et l'utiliser des médicaments pour la douleur. En fait, en Italie, dans les zones rurales, les femmes utilisent moins de médicaments par rapport aux hommes. Ce qui est incroyable parce qu'elles ont un travail aussi dans la maison, le travail d'employé et tout ça. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et en plus, comme on disait avant, elles ont une maladie qui est différente. Donc il faut bien la connaître et il faut bien la traiter aussi parce que c'est des femmes qui souffrent et ça, c'est pas tolérable maintenant. Bien sûr. Et aussi dans l'approche, effectivement, l'approche thérapeutique, même dans le contact avec le praticien, avec le médecin lui-même, ça a un impact. Bien sûr, ça a forcément un impact. C'est reprendre aussi un pouvoir sur sa pathologie et pouvoir se l'approprier. Je retiens aussi, par rapport à ce qu'a dit hier la doyenne Isabelle Lafont, c'est les 61% d'étudiantes en faculté de médecine. Donc il va falloir faire preuve, nous aussi, de sororité et de leur dire « c'est vous l'avenir, c'est vous et ne laissez pas dire le contraire ». C'est vous et c'est toutes celles qui travaillent dans le médico-social. Parce que la santé, ce n'est pas uniquement la médecine, je le rappelle, c'est toutes les travailleurs sociales qui travaillent aussi pour une amélioration de la santé globale. Et d'ailleurs, bravo, et d'ailleurs ça donne l'espoir qu'un certain nombre de métiers du soin et autour du travail de médecin proprement dit soient revalorisés. Et on a vu pendant la période de la crise que c'était quelque chose d'assez terrible. Oui. Oui, et on disait les invisibles, mais il y a aussi, on s'est aperçu qu'on devait dire bonjour aux caissières aussi. Parce qu'on parlait des infirmières, mais c'est tous les métiers, et souvent féminins, qui ont été valorisés. Il suffit d'une crise, on connaît la phrase. Mais c'est à nous, encore une fois, de dire stop, on ne l'entendra plus. Ça, en fait, moi, je prends le pouvoir et je n'ai pas à vous le demander, monsieur, parce que je sais ce dont je suis capable. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y aurait encore énormément à dire. On voit bien que la santé a des enjeux très très importants, environnementaux, évidemment, d'innovation, de technologie. On a parlé un tout petit mot sur la dimension technologique dans ce que vous faites, sociale, éthique, et que finalement, on va plutôt plaider pour une santé de genre. Et à partir du moment où il y aura une santé de genre, peut-être que justement, le système dans son ensemble sera plus en adéquation avec les besoins. Et tout ça, je le rappelle, au lendemain quand même de la crise. Donc on a tous vécu un moment très difficile. Donc merci beaucoup pour cette séquence sur la santé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous. Donc la Tribune Afrique, qui couvre l'actualité économique sur le continent, organise donc un forum des femmes lors de la journée de la femme africaine, le 31 juillet prochain en ligne. Et donc je vous invite à nous suivre. Et nous allons passer donc à la suite avec donc une séquence sur les métiers du futur, en lien avec ce qu'on vient de se dire sur les chercheuses. On va maintenant parler des scientifiques, bien évidemment des mathématiciennes, et puis du futur de la tech. Merci beaucoup à tous. Merci.